Merci François, bonjour à tous et bienvenue. Mais par ici, vous verrez peut-être un petit peu mieux. Bienvenue au Castillan. Merci Julien, la famille Castillan, de nous accueillir ici. Simplement et très vite, avant de laisser la parole à François et puis à la SATA, à Yann et Christophe, vous dire que nous sommes toujours dans la même dynamique par rapport au regroupement SATA, mairie, office du tourisme. C'est un bloc, c'est une station, et on bosse ensemble, on essaie d'avancer ensemble, et on essaie de faire en sorte que demain, non seulement on s'occupe de nos habitants, mais aussi de l'économie de notre pays, et c'est ce qui vous intéresse, vous, en tant que socio-pro, c'est d'avancer et de faire avancer la station au niveau économique. Par rapport à ça, certains projets vont sortir dès cette année. Vous avez vu des projets déjà démarrés. Donc le 5 étoiles qui a démarré avec un peu de retard à cause de recours, toujours pareil, mais bon, qui aujourd'hui est en cours de fin de terrassement. Et puis d'autres projets, Patricia qui est en face, qui va attaquer cet automne avec beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir pour un très très beau projet aussi. Donc quand en plus les privés s'y mettent et accompagnent la commune, c'est super et c'est parfait. C'est bien l'objectif d'ailleurs de nous tous. Donc dans la foulée, on aura le programme de Vinci devant les vergers, qui devrait démarrer au printemps prochain, avec bien sûr là de très très gros travaux, puisque là aujourd'hui on a bougé 17 000 m3 pour donner une idée, et les vergers c'est 150 000 m3. Donc il faut s'attendre qu'à chaque fois, eh bien, c'est considérable en travaux, mais bon, il faut regarder le résultat final. On l'a vu avec MGM, les difficultés qu'on a eues à un moment, et puis finalement ça se passe bien. Et puis les projets suivent derrière avec le télécabine duel que nous avons commandé, et Yann et Christophe reviendront dessus, qui sera donc mis en place à partir du printemps prochain. Par rapport à ça, je voulais revenir sur deux petits sujets. Donc c'est le partenariat pour lequel on vous a écrit tous pour vous associer à l'Office du tourisme. Je le dis tout de suite, c'est pas en déduction de ce que la subvention de la mairie va être donnée à l'Office du tourisme. Elle n'a pas bougé, elle ne changera pas. On est toujours dans la même dynamique de donner autant d'argent à l'Office, mais ce qu'on se dit, c'est qu'il faudra en avoir encore plus pour faire encore plus de promotion, de commercialisation. Et c'est pour ça qu'on a souhaité vous associer financièrement, mais pas que, parce que l'idée c'était au départ de faire respecter le logo et d'empêcher toutes les personnes qui, à l'extérieur, les commerces extérieurs utilisent le logo, eh bien, de le conserver et de ne pouvoir l'utiliser qu'avec les commerçants d'Huez. C'est logique que ce soit nous qui profitions du logo Alpe d'Huez et de toute la promo qui va derrière, et non pas les extérieurs. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit qu'à un moment, et ça se fait maintenant dans toutes les stations, il était logique que tous les commerçants deviennent des vrais partenaires de l'Office, et on retrouve un peu ce qu'on faisait à une époque avec le syndicat d'initiative, où il y avait une cotisation qui était versée chaque année. Et je crois que c'est aussi une façon de s'impliquer, de regarder ce qui se fait, et d'avoir une dynamique un peu plus commune tous ensemble. Et puis le deuxième point très rapide, parce que celui-là François y reviendra après, c'est au niveau du pic blanc, parce que je sais qu'il y a eu un article dans la presse qui a pu poser quelques soucis. On a eu des échanges aussi avec principalement les hôteliers, mais la plupart d'entre vous n'ont pas forcément eu l'information. La vente du pic blanc aujourd'hui n'a pas été honorée par Maranatha, c'est comme ça. C'est un souci que l'on a depuis plus d'un an. Mais casser la vente était quelque chose qui était facile et possible pour nous, sauf qu'on savait que derrière on allait partir sur une procédure longue et qu'on n'allait pas forcément toucher notre argent tout de suite. Donc récupérer le bien, c'était possible, sauf que ça allait être dans une période au moins, d'après nos conseils, de 2 ou 3 ans. Plutôt que de faire ça, et comme on a besoin de cette augmentation de finances pour augmenter le capital de la SATA, c'est prévu dans la délégation de services publics. Avant le 31 mars, on va mettre 11 millions dans la SATA, plus là on vient de mettre déjà 4 millions de terrain, de façon à honorer notre DSP pour pouvoir faire le télécabine et tous les investissements que la SATA va vous montrer tout à l'heure. Eh bien, il était nécessaire qu'on puisse disposer de cet argent assez rapidement. Et c'est pour ça que, vous avez dû le voir dans le dernier conseil municipal, on a réussi à mettre en place un protocole d'accord avec Maranatha, pour la vente du pic blanc, sur 2 phases. Une phase où le pic blanc reste, honore un delta financier, et on a monté une foncière avec un privé, de façon à ce que le bien soit transféré à un privé sur une période de portage de 5 ans maximum.
C'est-à-dire que Maranatha aura cette possibilité soit de récupérer son bien dans 5 ans et de le racheter au privé, soit, s'ils ne peuvent pas honorer, bien, le bien restera au privé. Et nous, dans ces cas-là, la commune, on aura touché de la part du privé 8 millions et le solde de ce que Maranatha nous doit, 1,5 million avant le 10 octobre. Donc c'est comme ça dans le protocole, on signe un acte notarié tous ensemble le 13 juillet, et à cela se rajoutera bien sûr un montant de 788 000 € d'indemnité qui nous permettra à nous d'honorer. Ce sont des indemnités de retard qui seront rajoutées au prix du bâtiment. Comme ça, soit ça fonctionne ainsi, soit le bien nous revient, et dans ces cas-là, on redevient propriétaire comme si la vente n'avait pas eu lieu, avec l'accord de Maranatha et sans procédure derrière. Du coup, ça nous permet d'en disposer tout de suite et d'éventuellement le revendre si c'était le cas en fin d'année pour honorer donc ce qu'on a besoin de mettre à la SATA. Voilà ce que je voulais vous dire pour préciser, parce que je n'ai pas voulu faire une réponse au courrier à l'article de presse, c'est souvent pas la peine d'en rajouter. Je pense que c'est le mieux, c'est d'en parler entre nous et puis d'avoir les bonnes informations. En tout cas, je vous souhaite une bonne saison d'été. Et puis, bien sûr, il y a eu quelques retours par rapport au supermotard aussi, puisqu'on l'a annulé. Le supermotard, ça fait 3 ans qu'il y a un point d'interrogation sur le supermotard, tout le monde le sait. Hein, on savait que le jour où le terrassement allait démarrer, le supermotard allait s'arrêter. C'était prévu, tout le monde le savait. Donc, il se trouve que cette année, on a pu démarrer. Je pense que les travaux pour une augmentation de lits, pour vous qui connaissez un peu le nombre de lits actuels, qui est de moins de 10 000 commerciaux, qui va descendre à 8 000 d'ici 3-4 ans, on ne peut qu'espérer qu'il y ait de plus en plus de lits pour une nouvelle dynamique et surtout des lits d'une qualité un petit peu meilleure encore que ce qu'on a aujourd'hui et surtout qu'on ait une capacité plus importante. Donc, je vous souhaite un bon été et puis de toute façon on échangera après la présentation. Je vais laisser la parole à François. Merci. Merci Jean-Yves. Également, j'aimerais vous remercier d'avoir pris le temps sur vos différentes activités ou sur vos loisirs, pour ceux qui n'ont pas encore commencé, de venir nous rejoindre pour cette présentation de la saison d'été. On va être assez concis entre la SATA et l'Office de tourisme pour vous présenter quelques éléments sur l'hiver qui vient de se passer. Il y a 2 slides. Et puis, l'équipe d'animation et d'événements vous présenteront aussi les temps forts de l'été. Et puis, nous pourrons échanger sur différents sujets. L'hiver, vous l'avez tous vécu, comme nous, un hiver très compliqué, un démarrage très difficile. Et bien, malgré le fait qu'on ait eu ce démarrage un petit peu au ralenti, ce manque de neige au début, déjà, je crois qu'on peut remercier toutes les équipes qui étaient sur le terrain pour le boulot qu'ils ont fait. Je crois qu'on peut remercier aussi beaucoup, c'est Monsieur Météo, parce que le fait qu'il fasse très beau, ça nous a permis quand même que les gens passent de bonnes vacances et puis un taux de satisfaction qui est important. En termes de fréquentation, alors là j'ai juste un slide, mais ceux qui le souhaitent, il y a tous les détails. Les hébergeurs, en général, vous recevez les chiffres G2A qui vous peuvent vous donner des éléments type d'hébergement par type d'hébergement. Donc à la fin de l'hiver, la fréquentation va baisser d'un tout petit peu plus de 1%, 1,3%. La centrale de réservation, qui ne reflète pas l'ensemble de la station, bien évidemment, a fait un bon hiver, puisqu'on a augmenté le chiffre d'affaires de la centrale de réservation de 12% cet hiver. On a une grosse activité presse. Vous connaissez tous Céline Périllon, qui fait un superbe travail, et d'ailleurs sur le terrain en ce moment avec des journalistes par rapport à la méga avalanche. Sachez que dès septembre, nous doublons le service presse, puisqu'il y aura une nouvelle personne, Laure, qui va venir renforcer Céline à l'Office de tourisme. C'est une vraie journaliste, qui a une carte de presse, qui écrit très bien, et qui nous aidera à faire du contenu, puisque vous savez qu'aujourd'hui, il faut alimenter les journalistes, les réseaux sociaux, qu'il faut donc produire énormément de contenu. Ce qui s'est passé cet hiver, en quelques chiffres sur la presse, 234 journalistes accueillis pour représenter 178 médias, 22 communiqués de presse, 349 articles de presse qui ont été pondus, 253 reportages TV, 1880 articles sur Internet, 90 reportages radio. Je crois que ces chiffres parlent d'eux-mêmes. On est à la cote avec les journalistes, parce qu'il se passe toujours des choses à l'Alpe d'Huez, et puis parce que l'ensemble des acteurs de la station, vous répondez toujours présent. Et ça, pour nous, c'est un vrai confort. C'est qu'à chaque fois qu'on a besoin de vous, que ce soit des hébergeurs, que ce soit des prestataires d'activités, vous répondez toujours présent. C'est facile, c'est fluide. C'est pour ça que la presse monte aussi facilement à l'Alpe d'Huez.
à tel point que certains de mes collègues nous demandent si on achète la presse. Alors non, on ne l'achète pas, on les reçoit bien et on essaye d'être toujours aussi réceptif. Pour les événements, je vais laisser Dominique et peut-être une partie de son équipe vous présenter les événements de l'été, parce que c'est surtout pour ça qu'on est là. Bon, pour les événements, donc, je vais le faire aussi avec Sandrine, décidément que j'avais oublié de vous présenter à l'automne dernier, donc Sandrine Garbou-Billot, qui nous a rejoint donc, à l'automne dernier et qui s'occupe de tout du service animation. Donc on commence par les événements ou par l'animation dans les slides. Donc les événements. Donc les événements, la marmotte, vous avez vu qu'elle s'était très bien déroulée. C'était une très bonne marmotte, comme on dit, avec un temps parfait pour rouler. On a eu environ, on n'a pas eu environ 6849 participants sur les 7500 qui s'inscrivent, avec 5% de femmes, c'est peu, mais le plus âgé avait 78 ans et le plus jeune avait 18 ans. Celui qui a gagné, c'est un petit jeune de l'Isère de 20 ans. Donc on s'aperçoit que les événements sont importants, on a besoin des événements économiquement, et j'ai fait une petite, disons, un petit calcul. Ça représente environ 1 575 000 euros de retombées sur l'Oisans, non pas uniquement sur l'Alpe d'Huez, parce qu'on compte environ deux nuitées, on compte 1,5 personnes par concurrent, donc 1 575 000 sur l'Oisans de retombées économiques. Donc c'est pour ça que on favorise les événements. La marmotte, bon, c'est un petit peu, la méga plutôt, c'est un petit peu moins, ils sont environ 1700, on va le savoir à la fin de la semaine. C'est une clientèle complètement différente à celle des cyclotouristes. Vous avez vu que les cyclos, d'abord, sont des vélos, c'est un équipement, etc. Ils ont un budget assez important. La méga, on voit, il y a toute une partie qui campe aussi, mais ça permet d'avoir une clientèle pendant une huitaine de jours, puisqu'ils ont déjà commencé à s'entraîner. Après, il y a un autre événement qu'on a créé, c'est la haute route Alpe d'Huez. Vous savez que la haute route Alpes vient tous les 2 ans ici à l'Alpe d'Huez fin août, on va en reparler tout à l'heure, et on avait voulu créer avec OC Sport justement une haute route pendant 3 jours. 3 jours, ils vont être là le 12, 13 et 14, avec un contre-la-montre. Le 13, ça va être un circuit par Villarocula, la Maurienne, Col du Glandon, Maurienne, Col de la Croix-de-Fer. Et le 3e jour, ça va être le Tour de l'Oisans par les Balcons d'Oris, les 2 Alpes et le Col de Sarenne. On le lance cette année, c'est toujours une clientèle internationale, parce que OC Sport s'adresse à une clientèle internationale. Cette année, on va commencer par 143 concurrents, hein, et on espère monter en gamme de façon qu'ils puissent, si vous voulez, nous on l'a considéré comme un entraînement pour la haute route. Et c'est vrai qu'ils étaient très intéressés. Là, on n'avait qu'une date qui nous le permettait de le faire, c'était le 12, 13 et 14 juillet. On commence, et je pense que aussi avec OC Sport qui est derrière, qui a une puissance de feu importante pour avoir un fichier, puis pour contacter un fichier important de cyclotouristes de haut de gamme. Ensuite, on a la convention fitness du 13 au 16, clientèle aussi classique qui vient depuis quelques années, depuis plus d'une dizaine d'années. C'est environ 150 personnes qui se relaient ici avec des profs qui viennent surtout d'Espagne. Le Pic de l'Alpe, le 15 août, c'est une course route trial qui a vraiment le trail à la côte en ce moment. On espère monter pareil en puissance. On vient le compléter, ce trail, avec le trail de l'Oisans, le trail de l'Étendard, etc. Et il y a toujours une clientèle, vous l'avez vu dans la presse, qui suit justement ces compétitions. Après, on a le Compact d'Or qui s'adresse à une clientèle. Là, on a peut-être un petit peu plus de mal à démarrer. C'est pour les moins de 13 ans, donc une compétition de golf. C'est vrai que c'est un petit peu plus difficile. On espérait qu'on avoir, disons, une clientèle régionale qui passe une nuit, mais il faut persévérer, comme on dit. La semaine du triathlon, là, c'est environ 3000 personnes qui viennent. L'intérêt de Cyril Neveu, qu'il a pu développer, c'est qu'il a réussi à développer cette manifestation sur 4 ou 5 jours. Duathlon, triathlon court, triathlon longue distance, triathlon pour les enfants. C'est vraiment le type d'événement qui nous intéresse et qu'on essaye de développer. Et bravo à Cyril, parce que là, d'abord, c'est un des plus
beau triathlon de montagne et qui a réussi. Je crois que cette année, on va dépasser les 3000 participants sur toute la semaine. Ensuite, Alpe d'Huez 21, le 15 août, course-marche, là aussi c'est un challenge. Challenge parce que l'année dernière, les concurrents s'étaient arrêtés à 2007. J'espère que cette année, on va pouvoir marquer les esprits et surtout la presse, parce qu'on sait très bien qu'à travers les événements, ce n'est pas uniquement des retombées économiques, mais c'est de la presse qu'on génère derrière. Donc j'espère qu'ils arriveront à 3003. Et là, au Alpes du 23 au 25, là c'est environ 500 à 600 cyclistes, et je le rappelle comme celle du mois de juillet, qui viennent surtout des États-Unis, d'Australie. Ils partent de Genève, je crois, cette année, et ils arrivent à Nice. Tous les 2 ans, enfin tous les ans justement, ils changent de sens. Ils ont choisi l'Alpe d'Huez pour faire un contre-la-montre. C'est 3 jours, c'est peut-être un petit peu tard, mais ça permet de compléter une saison. Et surtout, c'est une bonne clientèle sur de l'hébergement haut de gamme. Voilà. Et je n'oublie pas la Sainte-Anne, si c'est un événement donc, qui aura lieu fin juillet, début août. Donc voilà. Donc je laisse la parole à Sandrine pour présenter le schéma des animations de cet été. Donc bonjour à tous, messieurs, dames. Pour certains et certaines, j'ai pas eu l'occasion encore de faire votre connaissance. Donc en tout cas, je vous salue. J'ai intégré donc la structure au tout début de l'automne dans le service animation événementielle. Donc nous, en événementiel, on apporte un soutien surtout logistique et puis de cahier des charges et de mise en place au niveau de la technique. Et par contre, au niveau des animations, on essaye de programmer au maximum des animations en extérieur, offertes, qui peuvent être bien visibles de nos clients. Donc on va directement vers nos clients. On commence les semaines très doucement, parce qu'il faut le temps quand même qu'ils aient le programme d'animation en main et pris leur appartement et la liste des activités. Sachez que chaque mardi, ce sera une journée spéciale enfant, donc tout l'été, à partir de la semaine prochaine jusqu'à la fin du mois d'août, avec des jeux offerts en bois, avec des déambulations de la mascotte, puisque nous sommes famille plus, donc la mascotte doit aller à la rencontre des jeunes enfants. Et puis on aura des spectacles offerts, principalement en extérieur, sur le parvis de la patinoire, et sinon en intérieur au niveau de l'espace congrès des Grandes Rousses. Les mercredis sont des journées d'activités outdoor, donc on fait des grands jeux olympiades pour tous les enfants avec des inscriptions à l'accueil de l'office de tourisme. Les jeudis vont être consacrés principalement à des jeudis en musique, c'est-à-dire qu'on reçoit des groupes, concerts offerts, même chose plutôt en fin d'après-midi, parce qu'en soirée, nos clients ont du mal à ressortir, il fait très vite frais, et puis s'ils ont passé une journée en extérieur, c'est toujours agréable de terminer une journée d'activité avec les nombreuses activités qu'on a sur la station par une terrasse, et on a des concerts chaque jeudi en fin d'après-midi sur le parvis de la patinoire. Et les vendredis, on essaye à chaque fois de programmer pendant le marché au quartier du Vieil Alpes, donc à l'entrée de la station, des activités diverses et variées offertes. Même chose, des déambulations musicales, des rencontres, des contes, à chaque fois à la rencontre des clients. Et après, on a des journées exceptionnelles, notamment puisqu'on est axé vélo. Le 8 août, on a Bike Energy, donc qui sont des MCF, des moniteurs cyclistes français, qui viennent toute une journée en démonstration et en initiation pump track pour les plus jeunes, avec des shows freestyle VTT également, sur le parvis, devant le Palais des Sports. Et puis le 10 août, là je vous les cite par exemple, mais sachez que vous avez le programme d'animation tous les 15 jours qui est à votre disposition, mais évidemment dans tous les commerces et établissements de la station, et également à l'accueil de l'office de tourisme. Donc le jeudi 10 août, on reçoit un triplateau d'artistes de spectacles musicaux qui ont joué dans des grosses productions parisiennes, du Palais des Sports et du Palais des Congrès, comme les 10 Commandements, Mozart l'Opéra Rock, Le Roi Soleil, des choses comme ça, des finalistes de The Voice, etc. Donc c'est un triplateau, puisqu'on ne renouvelle pas le festival de théâtre éphémère, et on va le compléter, le modifier par des concerts d'exception et des rencontres, notamment avec Bike Energy le 8 août. Voilà, donc je suis à votre disposition et je serai enchantée de faire votre connaissance pour celles et ceux que je ne connais pas encore. Merci beaucoup, je vous souhaite une très 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 belle saison estivale avec beaucoup de soleil et beaucoup de clients. Merci beaucoup. Donc merci Dominique, Sandrine et puis toute l'équipe d'animation. Dominique, tu as frisé la correctionnelle avec la fête de la Sainte-Anne. Gilbert était tout rouge et il t'attendait. Parce qu'effectivement, on est aussi très attaché à ce qui se passe au village. On a la chance d'avoir une station où il y a encore de la vie de montagne.
Et je pense que c'est effectivement de notre responsabilité de le partager avec nos vacanciers. Et on a de la chance que certains soient très impliqués là-dessus et ont envie de partager leur expérience et leurs connaissances. Un petit mot sur, vous voyez, on est déjà presque sur l'hiver prochain. On a déjà eu quelques réunions avec une équipe de commerçants qui était très impliquée sur l'opening et le closing. Il nous a paru important de pouvoir être très clair sur cette communication le plus tôt possible. Donc, la SATA en parlera certainement tout à l'heure, mais aujourd'hui, notre stratégie ensemble est non pas de communiquer sur une ouverture le premier week-end de décembre et peut-être les week-ends qui précèdent. On va certainement enfoncer le clou en disant la station d'Alpe d'Huez ouvre à partir du 18 novembre les week-ends, bien sûr sous réserve d'enneigement, et puis définitivement le 2 décembre. Et on veut que les ouvertures, ça soit de la fête. Ça fait des mois qu'on n'a pas mis les skis aux pieds, et tous nos clients potentiels, eh ben, ça les démange. Et autant c'est difficile et on rame en fin de saison, autant on a vraiment des choses à marquer et à gagner en ouvrant le plus tôt possible. On a vu l'année dernière en ouvrant le 12 novembre, le coût médiatique que ça nous a permis de faire. Là, toute la partie technique de la SATA a été extrêmement réactive, mais pas que. Comme je dis, une station, c'est pas que un domaine skiable. Bien sûr, c'est le cœur pour une ouverture de station, mais si on peut monter skier, mais qu'on ne peut pas manger, qu'on ne peut pas louer de matériel, qu'on ne peut pas se distraire, eh ben on aura raté notre coup. Donc cette année, à la fin de l'été, on pourra vous donner le programme exact de l'opening, des openings et du closing. En gros, sachez que le premier week-end de décembre, dans la continuité de ce qui a été fait ces dernières années, il y aura une grosse opération avec des étudiants, avec la volonté que tous les jeunes aient envie de monter pour ces ouvertures, que cette ouverture soit très festive, aussi bien sur le domaine skiable, mais aussi dans la station. On l'a vu l'an passé, sur l'avenue des Jeux, c'était jusqu'à minuit, il y avait de l'ambiance. Donc là, on veut que ça s'étale dans toute la station et dans tous les quartiers. Donc on est en train de mettre ça en place. Le deuxième week-end de décembre, il y aura certainement le fashion show, mais c'est plutôt privé, donc je ne vais pas m'étendre dessus, même si c'est très dynamique et si c'est très pertinent en termes de période. Et comme on veut une opération grand public, le 9 décembre, on fera une illumination officielle de la station. Jean-Yves appuiera sur le bouton et toutes les illuminations vont pouvoir s'allumer. Et on mettra un énorme sapin, et je dis bien énorme sapin, en haut de l'avenue des Jeux, sur le rond-point Jean Moulin, de façon à ce que ce soit quelque chose de très marquant. Et on aimerait que les jeunes de l'école de ski, les jeunes du ski club viennent avec leur nouvelle tenue, se faire prendre en photo devant, et qu'il y ait vraiment un esprit fête ce deuxième week-end. En même temps, on est sur un projet, à partir de cette ouverture du 9 décembre et pour tout le mois de décembre, d'installer une petite grande roue sur la station, qui serait une activité, bien sûr, toute la journée, mais surtout d'après-ski, qui soit illuminée et qui donne ce côté festif des vacances de Noël. Cette année, en décembre, on aura 3 week-ends avant les vacances de Noël officielles. Donc, ça va être compliqué de faire monter les gens tous les week-ends comme ça. Donc, on est encore sur le 16 décembre à essayer de mettre une manifestation autour de la glisse. Certainement quelque chose qui ressemble à ceux qui connaissaient le Ski Force Winter Tour. Le Ski Force Winter Tour, cette année, n'a qu'une date à Tignes. Donc, on essaye de voir si les marques sont partantes pour venir faire tester le matériel juste une semaine avant Noël. Tous les gens qui testent du matériel, c'est des gens qui potentiellement peuvent en acheter, qui en tout cas sont des amoureux et des fans du ski. Et puis peut-être, si Yves Chedano est très performant, il arrivera à ce que le trophée Andros soit ce week-end-là. Et si ce n'est pas ce week-end-là, ce sera le week-end d'après. En même temps, pour l'opening, on va lancer une opération donc, sur la deuxième semaine de décembre, en semaine, le lundi et le mercredi, où on va encore plus avoir besoin de vous. C'est-à-dire qu'on veut accueillir les gens qui viennent travailler toute la saison avec nous. Donc on va proposer à l'ensemble des saisonniers, à l'ensemble de vos saisonniers, de nos saisonniers, de tous ceux qui, tout l'hiver, vont avoir à dire bonjour, bienvenue, et bien nous aussi on va leur dire bonjour, bienvenue. Et donc on leur proposera le matin de découvrir les activités de la station, parce qu'ils ne les connaissent pas forcément. Alors ça peut être découvrir le domaine skiable, accompagné par des professionnels de la neige, afin de leur expliquer les liaisons, ou Eoris, ou Evojani, ce que c'est que le pic blanc. De l'initiation au ski pour ceux qui n'ont peut-être jamais mis des skis ou un snowboard. Et puis toutes les autres activités qui sont proposées sur la station, et elles sont nombreuses. Et en fin d'après-midi, on les réunira certainement salle de la Grande Rousse pour leur faire un petit brief et leur présenter le fonctionnement de la station. Leur dire ce qu'est le domaine skiable, faire passer les messages de la mairie, parler du bureau d'accueil pour les saisonniers, tout ce qui peut intéresser quelqu'un qui ne connaît pas et vient passer 4 mois dans la station.
Voilà, donc ça, ce sera de mémoire entre le deuxième et le troisième week-end de décembre. Le closing aura lieu, ou les closings, là c'est pareil. On a la chance cette année de finir en beauté la saison avec une date qui normalement devrait être le 21 avril, la date de fermeture de la station. Et on finira la saison en beauté puisque, comme vous le savez certainement, on terminera avec le challenge des moniteurs. Et pour ceux qui ont déjà vécu le challenge des moniteurs, c'est une bonne période pour les hébergeurs, pour les restaurateurs et encore plus pour les bars. Mais en tout cas, c'est une bonne période simplement pour montrer qu'une station est vivante, qu'il y a de la jeunesse, qu'il y a de l'ambiance et que tout le monde peut passer un bon moment tous ensemble. On fera, juste avant le challenge, on rééditera notre opération de championnat de France de barbecue qu'on a lancé cette année le week-end de Pâques. Donc on ne le fera pas le week-end de Pâques parce que le week-end de Pâques est très tôt cette année. Il est à cheval sur mars et avril, le lundi de Pâques est le 1er avril. On restera sur les dates de mi-avril. On a eu la chance d'aller au Sainte-Marie-de-la-Mer pour la grande finale du championnat de France où il y avait 108 équipes de 4. Et beaucoup de participants nous ont dit qu'ils aimeraient monter pour la version neige de ce championnat de France de barbecue. Donc il y aura plein de choses qui vont se passer à ce moment-là. Certains établissements de la station vont faire aussi leur closing et permettre d'attirer aussi une clientèle supplémentaire. Et là encore, on fera une opération pour nos saisonniers qui ont passé tout l'hiver avec nous. On leur dira merci. On leur dira merci d'avoir travaillé ces 4 ou 5 mois avec nous, en leur proposant une opération et en les incitant à inviter leurs parents, leurs amis, leurs proches à venir découvrir la station. On se rend compte qu'il y a beaucoup de saisonniers, par exemple, étrangers, et qui souvent, avant de rentrer chez eux, ils ont de la famille qui vient les voir sur la station. On leur donnera l'occasion, pour les remercier d'avoir travaillé avec nous tout au long de l'hiver, de faire découvrir et d'inviter leurs proches. Tac. Voilà, Jean-Yves vous en a parlé tout à l'heure. Vous avez reçu donc en fin d'hiver une proposition de partenariat avec l'Office du tourisme. Comme il a été dit, effectivement, ça se fait dans toutes les stations. C'est pas parce que tout le monde le fait qu'on a l'obligation de le faire, mais il nous a paru important de continuer cette dynamique de travailler ensemble. Aujourd'hui, il y a de nombreuses réunions qui se font avec les uns et avec les autres, et j'ose espérer que vous avez compris que l'état d'esprit de la commune, de la station, du domaine skiable, c'est qu'on bosse tous ensemble. Tous ensemble, ça ne veut pas dire que les 3 grosses entités de la station, c'est tous ensemble. On veut l'illustrer avec ce partenariat pour différentes raisons. Un, effectivement, on voit l'impact des événements sur leur remplissage. L'été, s'il n'y avait pas d'événements, il n'y aurait personne. On aurait du monde les 15 premiers jours d'août. Donc on veut faire plus d'événements qualitatifs, qui s'inscrivent dans le temps. On veut pouvoir mieux gérer notre communication. On veut poser un plan de communication, un positionnement qui soit un vrai positionnement station, qui ait plus des stratégies qui soient diluées, que le domaine skiable ait des campagnes de communication, que l'Office du tourisme ait des campagnes de communication. Tout ça, c'est terminé, c'est derrière. Aujourd'hui, on bosse ensemble. On est une grande station, on est une station d'altitude, on veut le dire haut et fort. À l'Alpe d'Huez, on fait du grand ski, c'est une station sportive, familiale malgré tout, sportive, et on fait du bien-être. Parce qu'aujourd'hui, le temps des vacances, c'est le temps du ressourcement. C'est le temps où on essaye de poser les soucis du quotidien. La plupart de nos clients sont des urbains, ils ont besoin de décompresser. Donc, pour ça, on a besoin d'aller encore plus loin en communication. On a commencé cette année avec des campagnes de communication sur Canal+, sur C8, sur CNews. Là, on est en train en ce moment d'étudier toutes les propositions. On va être très fortement sur des médias sportifs, partant du principe, et pour ça il ne faut pas sortir de Polytechnique, que c'est plus facile de trouver des skieurs sur ceux qui lisent l'équipe que ceux qui lisent le chasseur français ou Modes et Travaux. Donc on aura un vrai plan de communication sur de la télé, de la radio, du print et bien sûr du digital, parce qu'aujourd'hui c'est incontournable. Je fais une parenthèse en parlant du digital. Bien sûr c'est un moyen de communication efficace, mais dans tous les sens. En ce moment, sur les réseaux sociaux, il y a plein de belles choses qui passent, mais il y a aussi des choses pas terribles. Il y a aussi des gens de la station, résidents secondaires, commerçants, qui ont des propos qui ne sont pas terribles pour la station. On se tire une balle dans le pied. Les réseaux sociaux animés par l'Office du tourisme, c'est du tourisme. Si on a des choses à se dire, on peut se les dire de visu. Si j'ai des choses avec la mairie, je pense que Jean-Yves est suffisamment accessible. C'est pareil de Mescal, c'est pareil à l'Office du tourisme. Donc de grâce, n'alimentez pas les réseaux sociaux en humiliant votre station, en ayant des propos qui sont très négatifs. Je ferme la parenthèse. Je ne sais pas si c'est bravo, mais en tout cas, j'avais envie de le dire, je l'ai dit. Ce partenariat, il va aussi dans le sens d'une meilleure gestion des logos. C'était dit, c'est quelque chose de très très important, les marques. Aujourd'hui, notre marque, elle est demandée. Aujourd'hui, il y a des grandes firmes qui nous sollicitent pour passer des partenariats. On a eu la chance
de pouvoir signer avec la marque Time, qui fait des vélos très haut de gamme, et qui sort 2 vélos qui s'appellent Alpe d'Huez. Alpe d'Huez 21, Alpe d'Huez 1. Cette semaine, on fait des shootings photos avec Time sur l'Alpe d'Huez. Ils font leur journée presse sur l'Alpe d'Huez. L'Alpe d'Huez est une vraie marque. Elle vous appartient comme elle nous appartient. Elle nous appartient un peu plus à nous. On vous donne l'occasion de pouvoir l'utiliser, justement, en continuant à devenir partenaire. Partenaire, ça veut dire aussi se réunir, échanger, peut-être se disputer des fois. On ne sera pas forcément toujours d'accord. Mais en tout cas, s'il y a une chose que je vous promets, c'est qu'on discutera. Donc avec le club des partenaires, on discutera positionnement, on discutera communication. Aujourd'hui, on ne va pas vous dire que quoi exactement, même si nous, on sait pour l'automne ce sur quoi on veut communiquer. Mais ce qui sera fait avec le club partenaire sera choisi par le club partenaire. On vous fera des propositions, parce qu'on ne va pas mettre 100 personnes autour de la table en disant « vous voulez quoi ?» On ne ferait rien. Donc on arrivera avec différentes propositions à tiroir, et puis ensemble, on pourra choisir de travailler sur les décisions du club partenaire. Voilà, ce que je vous propose, c'est que ceux qui ont des questions par rapport à ça, on le fasse après. On va laisser la boucler avec la présentation de la SATA. Bonjour à tous. Je vais vous proposer dans un premier temps de faire un bilan de la saison. Alors, je l'ai découpé par période parce que ça me paraissait important d'échanger avec vous et de voir si ça correspondait justement à vos tendances. Et dans un second temps, on verra le dispositif de l'été au niveau de la SATA et du domaine skiable. Alors, je passe les caractéristiques de l'hiver parce que vous les connaissez, mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, on a eu, c'était le 5e hiver le moins enneigé depuis 40 ans. Donc forcément, ça a eu un impact sur nos résultats. Sur la saison été, j'enchaîne rapidement. On garde un dispositif et un périmètre d'exploitation qui est constant par rapport à l'année dernière. Donc, on a forcément les remontées mécaniques qui vous permettront d'aller voir le pic blanc. Nos caisses sont ouvertes de 9h à 17h15. On maintient un point donc à 1800, un au télévillage et ainsi qu'à l'école, avec la piste de luge, où là on note un décalage au niveau des horaires, 10h, 18h45. Au niveau des horaires de caisse, pareil, 1800 OT et luge. On est 8h45, 17h30 et on va jusqu'à 18h30 au niveau de la luge. Alors juste un dernier point, on a une nouveauté cette année au niveau des produits qui sont vendus en caisse. D'ailleurs, il manque la tarification. Alors au niveau de la tarification, ça ne bouge pas par rapport à l'année dernière. On a 17,50 € de la journée. Et de mémoire, on a 3 € sur la luge avec 10 passages à 17 €. La nouveauté cette année, c'est ce produit duo avec la Grave et l'Alpe d'Huez qui est vendu. On était à 38 € par personne pour une visite couplée dans la même journée avec la Grave. Et vous avez également la possibilité, il y a un tarif famille, je crois qu'on est à 24,50 € par personne, donc possibilité de visiter les deux sites. Et puis, je pense que c'est tout. Si, au niveau du parcours client, on a essayé d'améliorer justement la visite du pic blanc. Donc on a prévu de sonoriser les cabines. Donc pour les clients qui souhaitent visiter le pic blanc, on a fait ça avec la mairie. Vous allez, lorsque vous rentrez dans la cabine, vous avez un petit commentaire qui vous explique ce que vous voyez. Et puis on a toiletté également la terrasse du pic blanc, où on va mettre du mobilier. Et vous avez également des longues vues et des tables d'orientation à disposition. Donc on a essayé véritablement d'améliorer le parcours client pour cet été. Voilà, pour la première phase. Voilà, je passe la main à Yann Carrel pour les projets et la réalisation 2017. Merci. Merci Anthony. Bonjour à tout le monde. Juste avant de vous parler des projets et réalisations, Anthony vient d'en parler. La Grave, juste pour information, donc depuis le 15 juin, la SATA donc, a repris la délégation de service public de l'exploitation du site de la Grave. Donc c'est très récent, Jean-Yves en est le président. On a démarré sans perte de temps puisque l'ouverture au public s'est fait le 17 juin. Les choses évoluent sur le périmètre que le site avait pour habitude d'avoir sur cet été. On va se donner le temps un petit peu de préparer les choses, de construire bien plus qu'une destination qu'on connaît tous, mais d'offrir encore un voyage supplémentaire et puis de voir comment on va pouvoir articuler un positionnement commun entre des produits Alpe d'Huez et des produits La Grave
et en gardant les identités de chacun. Voilà, juste pour la petite parenthèse. Projet réalisation 2017 pour nous, donc ça va démarrer... hop, je vous ai fait un petit récap de notre emploi du temps. Nouveau point de vente SATA 1800, création d'un espace premium, continuité de l'offre ludique, l'optimisation et le développement des installations d'enneigement de culture. Anthony avait fait un petit rappel sur la saison. On en a tenu compte et on en tenait compte déjà. Accompagné d'un gros travail sur un dossier qui va être un dossier stratégique pour nous pour les années à venir, qui est la ressource en eau pour avoir justement la capacité de produire sur l'ensemble du périmètre du domaine skiable. Et puis, Jean-Yves en avait parlé dans son discours d'introduction, le TCSP avec la partie études et autorisations administratives. Un nouveau point de vente sur SATA 1800, donc vous avez peut-être vu si vous avez monté au sommet de la station, on est en plein chantier devant le bâtiment de la SATA. Ça accompagne ce qu'on avait déjà engagé l'an dernier avec le Signal, avec notamment le réaménagement d'un niveau plus accessible, avec également une refonte du circuit navette qui pouvait déposer les clients au sommet du rond-point des pistes. Donc cette année, on crée un nouveau point de vente qu'on va accompagner d'un espace premium au niveau du bâtiment de la SATA. Donc voilà ce que cela donnera une fois les travaux terminés au niveau de l'intégration, avec les caisses qui seront accessibles de plein pied depuis le rond-point des pistes. La continuité de la scénarisation sur le domaine skiable. Vous avez vu que l'an dernier, vous avez découvert la Marcel Farm, vous avez découvert Marcel. Cette année, on continue l'aventure. Alors cette année, pour les nouveautés, avec Christophe, on va vous présenter Roger le Berger. Donc c'est quelqu'un qui va vous être familier dans peu de temps. Ça accompagne l'aménagement que l'on va créer sur le secteur des bergers autour d'un nouvel espace ludique. Voilà globalement un petit peu le tracé de cet espace qui se veut pour le coup axé autour du télésiège des Romains. On avait encore un petit peu de potentiel sur le site des bergers avec la fréquentation du télésiège des Romains. On a trouvé un itinéraire très sympa sur des formes de pente très naturelles et qui se prêtent vraiment à développer un produit et sans grand terrassement. Voilà. Donc Roger le Berger, activité pastorale sur l'Alpe d'Huez depuis 1976, ça c'est son histoire. Mais je vous en parle pas plus parce que dans les mois qui arrivent vous en découvrirez plus. Toujours sur le secteur des bergers, création d'une piste de luge 4 saisons. Donc ça c'est quelque chose qu'on a voulu en rapport notamment avec l'évolution de l'aménagement de l'éclose. La piste de luge de l'éclose était entre guillemets has-been et répondait plus à l'attente client. Donc là on a mis en place un nouveau produit. J'ai mis un petit scope de la piste en vue de dessus. Donc c'est une piste qui va partir, pour ceux qui s'en rappellent, du départ de l'arrivée de l'ancien petit télésiège des Romains et qui va serpenter autour de la route d'accès à l'Altiport avec donc un côté très visuel, avec quelques spécificités techniques. On va avoir 2 passages en tunnel, on va avoir une vrille à 360 degrés, mais la plus grosse spécificité, on ne vous la dit pas, parce que c'est une surprise pour nous. Vous verrez qu'il y a quelque chose de particulier qui sera fait sur l'Alpe d'Huez autour de la luge 4 saisons dès cet hiver. Donc rendez-vous. Ensuite, déplacement, évolution du snowpark. Je vais laisser Christophe vous en dire un mot. Bonjour à tous. Donc le snowpark, on a imaginé le faire évoluer cette année pour le positionner à un endroit qui soit le plus facilement exploitable et accessible au plus grand nombre. On a tiré des conclusions et des enseignements de l'exploitation de cet hiver et on a souhaité le mettre en place sur... donc il va se déplacer sur la piste des jeux pour qu'on puisse bénéficier d'un plus gros espace et faire en sorte d'avoir un nombre de modules adapté au plus grand nombre. Donc en fait faire une vraie transition entre les espaces ludiques, la Marcel Farm et la future piste de Roger le Berger et la partie snowpark. Sur ce snowpark, la nouveauté cette année, c'est que pour pouvoir l'exploiter en tout début de saison très facilement, on va mettre en place des préformes en terre.
Donc l'autorisation est en cours, on va utiliser pour ça les matériaux qui nous seront apportés par les projets immobiliers. Et l'idée c'est vraiment de construire en terre des choses qu'on n'aura pas à construire en neige en début de saison et donc bénéficier d'une capacité d'ouverture plus rapide, on espère dès le début des vacances de Noël. Voilà pour l'objectif. Alors, un gros point cette année, c'est l'optimisation et le développement des installations de neige. Ce qu'on a vécu l'hiver dernier, et les 3 dernières saisons en particulier, c'est un début d'année très difficile, avec des températures qui sont, comme on dit, marginales, donc qui arrivent à peine à -4, -5 degrés la majorité du temps qu'on a normalement pour préparer le domaine en avant-saison. Ce qu'on a souhaité faire cette année, c'est de développer et d'utiliser les nouvelles technologies de ventilateurs sur les 3 axes stratégiques de la station, qui sont l'axe du signal, l'axe des jeux, jusqu'au sommet du couloir, et l'axe des bergers, et de mettre en place donc, des canons ventilateurs dont la particularité est d'avoir une capacité de production instantanée à -4 degrés, 3 fois plus importante que les perches. Donc, on parle de la saison d'été sur l'Alpe. Nous, on a également voulu vous projeter quelques aménagements sur l'ensemble du domaine skiable, notamment sur Oris, où on va également se concentrer pour enneiger la piste du Gard. Donc la piste du Gard, c'est quelque chose d'assez stratégique. Ça permet de skier depuis l'arrivée du télésiège de l'Oris Express jusque dans les gorges de Sarenne. Donc c'est un dossier qu'on a déposé. On était en préfecture il n'y a pas longtemps pour notamment aborder tous ces points-là, mais c'est une piste qu'on espère pouvoir enneiger pour l'hiver prochain. Et puis on vous a parlé de Roger le Berger. On va aussi vous présenter quelqu'un sur Oris, qui est Jackie le Bûcheron. Alors la spécificité d'Oris, c'est d'avoir un petit peu de bois. Donc Jackie, c'est un bûcheron qui est spécialiste dans la sculpture sur bois et qui va vous faire découvrir la nouvelle thématique de la piste de la Corniche sur l'hiver qui arrive. Voilà, donc je voulais vous faire un petit clin d'œil à tout le monde et puis à très bientôt. Merci. Bon, vous pouvez vraiment les applaudir tous les 3 et on excuse Christophe Monnier qui est occupé aujourd'hui parce que côté SATA, vous vous rendez compte du travail qui est réalisé et ce travail il est réalisé parce qu'on a la chance et on est bientôt dans les seules stations en France à avoir des remontées mécaniques gérées sous forme de SEM, Société d'économie mixte, avec une majorité communale et du coup eh bien, on travaille beaucoup plus facilement, on travaille tous ensemble, on avance. Et on fait ce qu'il faut pour que demain nos clients puissent être sur les pistes accueillis le mieux possible. Vous l'avez vu avec tout ce qui est présenté. Et puis justement, ça justifie aussi le fait que le choix aussi de la commune de La Grave de travailler avec nous dans l'avenir, parce qu'il y a le côté humain qui rentre en compte, qu'il n'y a pas forcément dans des sociétés beaucoup plus grandes. Donc si on est allé sur La Grave, eh bien sûr c'est en prévision de l'avenir, mais c'est aussi en prévision de ne pas laisser partir ce petit Mont Blanc. Hein. Nous, c'est notre Mont Blanc à nous, les vallons de la Meije. Et vous savez qu'il y a un 3e tronçon qui est prévu, avec un certain nombre de financements, bien sûr, de la région PACA et du département des Hautes-Alpes, avec lesquels on est déjà en rapport, pour que demain, on puisse faire un téléphérique qui monterait un petit peu plus haut et qui ouvrirait encore beaucoup plus de possibilités que ça. Même si c'est un peu déconnecté de notre station du Hez, eh bien c'était important quand même. On ne voulait pas que ce téléphérique et ces vallons partent à l'extérieur avec des gens qui l'auraient géré peut-être un petit peu différemment. Et c'est pour ça qu'on a mis le paquet. La SATA, c'est grâce au travail qu'ils fournissent, c'est un vrai travail à long terme. Yann vient de vous parler de l'eau. On ne va pas chercher de l'eau à EDF 600 000 m3 juste simplement parce que nous on n'en a pas, on va en chercher parce qu'on en a besoin de façon instantanée et on n'est pas capable aujourd'hui de disposer d'autant. Aujourd'hui on fait de la neige sur le Signal, le lendemain sur les Bergères, sur le lendemain ailleurs, on a du mal à faire de la neige partout. C'est pour ça que ce projet a été lancé et a déjà obtenu de la part du préfet et de ses services un avis positif. Donc c'est plutôt une bonne chose. Après j'en profite pour vous dire que puisque quelquefois aussi, là, il y a des bruits qui courent qui ne vont pas forcément, comme le disait François, dans le bon sens, c'est qu'on n'a pas de souci d'eau, nous, sur l'Alpe. On a une réserve avec le lac Blanc
qui a 2 millions de mètres cubes disponibles pour la commune. Donc ce n'est pas un vrai problème. Et on en utilise à l'heure d'aujourd'hui. On a enlevé depuis 3 ans à peu près 200 000 mètres cubes de fuite, qui étaient à droite à gauche, notamment sur la piscine communale de l'avenue des Jeux. Et du coup, les 200 000 mètres cubes sont disponibles, on va dire, par rapport à ce qu'on utilisait avant pour les nouvelles constructions, et c'est largement suffisant. Donc on n'a vraiment pas besoin de plus d'eau que ce que le lac Blanc peut nous fournir. Au contraire, on ne prendra pas tout. Simplement, ben, comme ça a été dit, aujourd'hui on ne peut pas tirer dans le lac Blanc 600 000 mètres cubes, c'est pas possible. Donc on préfère le faire ailleurs avec une autre façon de fonctionner. Mais là-dessus, on n'a pas de souci d'eau, bien au contraire, ni d'assainissement, puisque les travaux de la STEP vont commencer. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, la centrale d'épuration a 14 000 équivalents habitants de marge, c'est-à-dire on peut construire 14 000 lits, quand on sait que dans le SCOT de Loisan qui est en cours, on a prévu à peu près 16 500 lits. Donc vous voyez que sur les 20 prochaines années, on voyait qu'on a de la marge et que la question vraiment à se poser, c'était de savoir si c'était vraiment nécessaire de faire cette centrale d'épuration ou pas. Mais bon, il y avait pas mal d'autres choses que l'augmentation du potentiel, c'était aussi la mise aux normes et beaucoup de choses. Donc si vous avez des questions, eh ben, c'est le moment. Sinon, ça peut se faire autour d'un verre, et puis ça peut se faire tout le temps, parce que comme vous le savez, que ce soit la SATA, la mairie ou l'office, nos portes sont toujours ouvertes, et plus on échange, mieux c'est. Je crois qu'il n'y aurait rien de pire que de ne pas se parler. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est bosser tous ensemble avec vous. Voilà, merci en tout cas d'être là et d'avoir participé à cette petite réunion.